Regardez-vous dans le miroir. Vous sentez cette colère, cette douleur, cette injustice qui vous ronge depuis ce qui est arrivé. Personne ne vous a demandé de subir ça. Personne ne vous a donné le droit de choisir. Et pourtant, vous êtes encore là, vivant avec ce poids. Peut-être que vous vous dites « Ce n'est pas juste, ce n'est pas ma faute ». Vous avez raison. Mais voici la vérité brutale. La justice n'attendra pas, le monde n'attendra pas que vous guérissiez, et personne ne viendra réparer ce qui a été brisé. Alors, vous avez deux choix. Rester prisonnier de ce qui vous a été infligé, ou prendre la seule responsabilité qui vous reste réellement, votre guérison. Et cette décision commence maintenant, ici, dans ce moment précis. La première étape est d'arrêter de vous mentir à vous-même. La douleur que vous ressentez n'est pas abstraite. Elle a une source, un visage, un événement précis. Si vous dites simplement « je souffre » ou « ça fait mal », vous restez dans le brouillard, incapable d'agir. Vous devez identifier le moment exact, la situation, la personne ou la perte qui vous a marqué. Appeler un acte par son nom, c'est retirer le voile de confusion qui entretient la paralysie émotionnelle. Ne vous contentez pas de termes généraux comme « ça m'a blessé ». Dites plutôt « j'ai été trahi par X, j'ai perdu mon emploi, ma confiance a été violée ». Ces phrases, simples et directes, font trembler la façade de déni, la trahison, l'humiliation, la perte. Chaque mot choisi est un levier. Ils servent à localiser le poison et à préparer son extraction. Plus vous êtes précis, plus vous vous appropriez la réalité au lieu de la subir passivement. Nommer la douleur ne consiste pas seulement à raconter ce qui est arrivé, mais aussi à comprendre l'impact sur vous. Comment cela a-t-il changé votre comportement, votre confiance, votre perception du monde? J'ai été humilié peut se traduire par « je doute de moi à chaque interaction » ou « j'évite les confrontations par peur ». Décrire les conséquences internes est crucial. C'est votre carte pour naviguer dans la reconstruction. Sans cette étape, vous risquez de revivre le traumatisme sans jamais progresser. Le déni est le plus grand ennemi de la guérison. Dire « ce n'est pas si grave » ou « ça passera » est une fuite. Nommer la douleur, c'est affronter ce que vous avez toujours voulu fuir. Cette confrontation est inconfortable, parfois même douloureuse, mais c'est exactement ce qui commence à créer de l'espace pour le changement. La clarté et la lucidité sont vos premières armes contre le chaos intérieur. Mettre des mots sur la douleur a aussi un effet cathartique immédiat. Écrire, parler ou verbaliser le ressenti transforme une émotion diffuse en un objet concret que vous pouvez examiner, analyser et traiter. Chaque mot prononcé ou écrit est un pas hors de l'ombre. Plus vous nommez précisément, plus la tension diminue et plus vous retrouvez un contrôle partiel sur ce qui semblait vous submerger. Une fois que le poison est nommé et que vous le comprenez dans ses détails et ses effets, vous avez posé la première pierre de votre reconstruction. Sans cette clarté, toute tentative de guérison reste aveugle et inefficace. Nommer la douleur n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. À partir de cette base solide, vous pourrez planifier vos actions, reconstruire votre estime et reprendre le pouvoir que vous pensiez avoir perdu. La douleur que vous avez subie ne reste jamais confinée au moment où elle est née. Elle s'infiltre dans vos choix, dans vos habitudes, dans votre manière de parler et même de respirer. Vous pensez que c'est du passé? Non, elle est là, déguisée dans vos réactions quotidiennes. Identifier l'impact, c'est regarder en face comment une blessure ancienne continue de dicter votre présent. Tant que vous ne le voyez pas clairement, vous vivez en pilote automatique, manipulé par une cicatrice non traitée. Quelles peurs se sont installées depuis ce traumatisme? La peur de faire confiance, la peur de perdre encore, la peur d'être rejeté. Ces craintes ne tombent pas du ciel, elles viennent directement de ce que vous avez vécu. Les ignorer,
revient à laisser un ennemi occuper votre maison sans résistance. Identifier vos peurs, les écrire noir sur blanc, c'est commencer à reprendre le contrôle de votre propre territoire intérieur. Regardez vos habitudes. Est-ce que vous évitez certaines situations? Est-ce que vous explosez de colère sans comprendre pourquoi? Est-ce que vous vous enfermez dans le silence alors que vous voudriez parler? Ce ne sont pas des défauts isolés, mais les symptômes d'un impact plus profond. Quand vous reliez vos comportements actuels à la douleur passée, vous commencez à voir la chaîne invisible qui vous retient. Sans cette lucidité, vous répétez les mêmes schémas, encore et encore. Rien ne révèle mieux l'impact de vos blessures que vos relations. Êtes-vous devenu méfiant, distant, dépendant ou au contraire hyper contrôlant? Les blessures non traitées infectent la façon dont vous aimez, dont vous vous attachez, dont vous réagissez aux autres. Faire cet examen est brutal, car il met en lumière comment vous sabotez parfois vos propres liens. Mais c'est aussi l'occasion d'arrêter d'infliger à vos proches les conséquences de ce que quelqu'un d'autre vous a fait subir. Ne laissez pas vos observations flotter dans votre tête. Écrivez-les. Tenez un journal précis. Notez les déclencheurs, les émotions, les comportements répétitifs. C'est là que la confusion se transforme en carte. Sur papier, vous voyez les motifs. Vous pouvez relier un comportement actuel à une blessure passée. Vous pouvez tracer les contours exacts de cette prison intérieure. L'écriture, c'est la torche qui éclaire les coins sombres de votre psyché. Identifier l'impact, c'est comme tracer le plan d'une cellule dans laquelle vous étiez enfermé sans le savoir. Maintenant, vous savez où sont les murs, où se trouvent les portes, et même où la serrure a été placée. Vous ne pouvez pas encore sortir, mais vous possédez la carte. Et cette carte est puissante, parce que sans elle, vous cognez dans le noir. Avec elle, vous commencez à voir le chemin de libération. Comprendre l'impact exact de la douleur, c'est cesser d'être une victime inconsciente et devenir un stratège de votre propre guérison. La plupart des gens vivent avec une attente implicite. Si je fais le bien me reviendra. C'est une croyance séduisante mais fausse. Le monde n'est pas un tribunal moral où chaque faute est punie et chaque vertu récompensée. Tant que vous attendez que la justice extérieure vienne équilibrer vos blessures, vous restez prisonnier de la déception. Accepter l'absence de justice, c'est détruire cette illusion et cesser de tendre la main vers quelque chose qui ne viendra pas. Quand vous ruminez l'injustice, vous alimentez un feu qui brûle uniquement en vous. L'autre dort peut-être paisiblement, mais vous êtes consumé de colère, d'amertume, d'obsession. Chaque seconde passée à exiger réparation est une seconde volée à votre énergie vitale. La souffrance se prolonge non pas parce que l'injustice existe, mais parce que vous refusez de lâcher prise. La résistance vous enchaîne plus sûrement que la blessure elle-même. Il est crucial de comprendre que l'acceptation n'est pas une capitulation. Ce n'est pas dire « ce qu'on m'a fait est normal » ou « je mérite cela ». C'est admettre que la réalité ne changera pas par la seule force de votre indignation. Accepter, c'est refuser de gaspiller votre force vitale dans un combat stérile. C'est un acte de lucidité radicale. Vous reconnaissez l'injustice, mais vous décidez que votre énergie ne sera plus son esclave. Quand vous cessez de lutter contre l'injustice du monde, vous commencez à diriger votre attention vers ce qui est réellement sous votre contrôle. Vos pensées, vos réactions, vos choix. C'est là que réside votre pouvoir. Les stoïciens l'avaient compris. Personne ne peut dicter votre esprit si vous décidez de le gouverner vous-même. En arrêtant de mendier la justice extérieure, vous redevenez maître de votre monde intérieur. Le jour où vous acceptez profondément que la vie n'est pas juste, un poids se détache de vos épaules. Vous n'attendez plus que quelqu'un vienne réparer vos blessures, car vous savez que cela n'arrivera pas. Vous n'êtes plus suspendu à une illusion. Cette lucidité, aussi dure soit-elle, apporte une forme de paix.
Vous vous libérez de l'amertume qui vous rongeait et vous avancez plus léger, même au milieu de l'injustice. L'absence de justice n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Parce que si le monde ne vous rendra pas ce que vous avez perdu, cela signifie aussi qu'il ne fixe pas vos limites. Vous pouvez bâtir malgré la trahison, créer malgré la perte, avancer malgré la douleur. L'injustice devient alors le terreau brut sur lequel vous construisez votre propre force. Elle cesse d'être une prison et devient le défi qui forge votre résilience. Beaucoup restent coincés parce qu'ils attendent inconsciemment que quelqu'un vienne les sauver. Un proche qui reconnaît enfin leur souffrance, un pardon qui efface la blessure, ou un signe extérieur qui prouve que tout ira bien. Mais la vérité est brutale. Personne ne viendra. Si vous attendez, vous restez immobile, figé dans l'espoir d'une réparation extérieure. Prendre responsabilité, c'est briser ce réflexe passif et comprendre que la guérison commence et se termine avec vous. La guérison n'est pas un processus automatique qui se fait avec le temps. Oui, le temps peut apaiser certaines douleurs, mais sans un choix conscient d'avancer, vous restez prisonnier de vos blessures. Guérir exige une décision ferme, celle de reconstruire son esprit, de travailler sur ses cicatrices, de chercher des outils et des pratiques pour transformer la douleur en force. Rien ne change tant que vous ne choisissez pas de changer. Prendre responsabilité ne se fait pas en une seule grande décision héroïque, mais dans les petits actes répétés chaque jour. Écrire pour clarifier vos émotions, méditer pour discipliner vos pensées, bouger votre corps pour sortir de l'inertie. Lire, apprendre, parler, demander de l'aide quand nécessaire. Ce sont ces gestes quotidiens, constants, qui forment le socle de la reconstruction. La responsabilité est une pratique, pas une proclamation. Vous pouvez toujours trouver une excuse. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, c'est trop tard pour moi. Mais chaque excuse est une chaîne supplémentaire que vous vous imposez vous-même. Tant que vous la nourrissez, vous restez esclave. Prendre responsabilité, c'est arracher ces excuses à la racine et dire « Même si c'est dur, même si je suis brisé, je choisis d'avancer ». Les excuses soulagent dans l'instant, mais elles détruisent sur le long terme. Aucun ami, aucun parent, aucun thérapeute ne peut porter à votre place le poids de votre guérison. Oui, ils peuvent vous soutenir, vous guider, vous accompagner. Mais au final, le travail intérieur ne peut être fait que par vous. C'est votre esprit, vos blessures, vos choix. Attendre que les autres réparent ce qui s'est brisé en vous, c'est abandonner votre pouvoir. Le reprendre, c'est assumer que le chemin est solitaire, même si vous êtes entouré. Prendre responsabilité n'est pas une punition, c'est une libération. Parce que le jour où vous comprenez que vous êtes la seule personne capable de transformer votre vie, vous cessez d'être victime des circonstances. Vous cessez d'attendre, vous devenez acteur. La douleur que vous avez subie n'était pas de votre faute, mais votre guérison, elle, dépend entièrement de vous. Et ce choix de prendre en main votre reconstruction est la preuve ultime que vous refusez de rester à terre. Comprendre sa douleur, nommer son impact, prendre responsabilité, tout cela n'a aucune valeur si vous restez immobile. Trop de gens se complaisent dans l'analyse sans jamais bouger. Ils collectionnent les concepts comme des trophées intellectuels, mais leur vie ne change pas. La guérison est un champ de bataille, pas une salle de conférence. Vous devez entrer en action, concrètement, chaque jour, sans attendre la motivation parfaite. C'est l'action qui crée l'élan, pas l'inverse. Vous n'avez pas besoin de tout faire, mais vous devez choisir vos outils. La thérapie pour creuser en profondeur et briser les schémas. Le journaling pour mettre de l'ordre dans vos pensées et transformer la confusion en clarté. La méditation pour discipliner l'esprit et réduire le chaos intérieur. L'exposition progressive à vos peurs
pour reprendre le territoire que vous avez abandonné. Chacun de ces outils est une arme. Votre tâche est de choisir celle que vous manierez avec constance. Ne vous bercez pas d'illusions. Agir concrètement sera inconfortable. Vous serez fatigué, découragé, tenté d'abandonner. C'est précisément là que la discipline intervient. Le confort est une illusion. Rester dans la douleur sans agir est 1000 fois plus douloureux à long terme que l'inconfort d'un effort quotidien. La discipline, c'est choisir la souffrance utile plutôt que la souffrance stérile. C'est l'art d'avancer malgré l'absence d'envie. Un geste isolé ne change pas une vie. Ce qui transforme, c'est la répétition. Écrire chaque matin, méditer chaque soir, affronter une peur chaque semaine. Ces actions, répétées inlassablement, sculptent votre esprit comme la pierre se polit sous l'eau qui coule. La régularité finit toujours par briser la résistance intérieure. L'action répétée est le ciment de la reconstruction. Sans elle, vos bonnes intentions s'évaporent. Une partie essentielle de l'action est d'oser aller là où vous avez peur. Éviter vos blessures ne les fait pas disparaître, cela les rend plus fortes. Chaque fois que vous affrontez une peur, vous reprenez un territoire intérieur que la douleur vous avait volé. Ce processus est inconfortable, parfois brutal, mais il est aussi libérateur. La guérison ne se trouve pas dans l'évitement, mais dans la confrontation lucide et répétée. Au bout du compte, agir concrètement n'est pas seulement un outil de guérison, c'est une identité que vous construisez. Chaque geste devient une preuve que vous êtes en train de reprendre le contrôle. Vous n'êtes plus celui qui subit, mais celui qui agit. Et plus vous alignez vos actions avec votre volonté de guérison, plus votre douleur cesse d'être une encre et devient un carburant. L'action n'est pas un détail du processus, elle est le cœur même de la transformation. La vérité est dure, mais incontournable. Vous ne redeviendrez jamais la personne que vous étiez avant la blessure. Cette version de vous est morte avec l'événement qui vous a brisé. S'accrocher à l'idée de retrouver son ancien moi est une illusion qui vous garde prisonnier du passé. La douleur a changé vos fondations. Accepter cela n'est pas une défaite, c'est un constat de réalité. Tant que vous résistez à cette évidence, vous restez coincé dans une nostalgie toxique. La douleur n'efface pas qui vous êtes, elle vous donne du matériau brut. Vos cicatrices, vos luttes, vos chutes, tout cela devient matière première. Ce que vous construirez dépendra de la manière dont vous utilisez ce matériau. Certains le transforment en rancœur et en fatalisme. D'autres en font du bois de construction pour une identité plus solide. La question n'est pas « pourquoi ai-je souffert ?», mais « que vais-je bâtir avec ce qui reste ?» La reconstruction identitaire ne se fait pas d'un seul bloc. Elle se construit brique par brique. Chaque séance de thérapie, chaque page écrite, chaque peur affrontée, chaque décision disciplinée est une pierre posée. Votre nouvelle identité se forme dans ces répétitions conscientes. Vous ne vous trouvez pas par hasard. Vous vous fabriquez à travers vos efforts. Et plus vous êtes intentionnel, plus la structure devient stable et résistante. Votre force future ne ressemblera pas à celle d'avant. Avant, peut-être, vous étiez naïf, insouciant, vulnérable. Aujourd'hui, vous êtes marqué, mais aussi aiguisé. La douleur vous a donné une lucidité que vous n'aviez pas. Vous savez désormais ce que signifie la perte, la trahison, l'humiliation. Et cette connaissance, aussi brutale soit-elle, devient une armure. Vous ne serez pas invincible, mais vous serez plus difficile à briser. La douleur a aussi la capacité de vous offrir une clarté nouvelle. Là où vous étiez dispersé ou influençable, vous devenez plus sélectif. Vous apprenez à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui n'est que distraction. Ceux qui redéfinissent leur identité après un choc ne tolèrent plus les illusions ni les faux semblants. Leur regard est plus tranchant, leur discernement plus précis.
Cette clarté n'est pas un luxe, c'est un héritage de vos épreuves. En fin de compte, redéfinir votre identité, ce n'est pas guérir pour revenir à zéro, mais guérir pour évoluer. Vous êtes un être nouveau, construit sur les ruines de l'ancien. Plus fort, parce que vous avez survécu. Plus clair, parce que vous avez vu la vérité en face. Plus résilient, parce que vous avez appris à reconstruire à partir de presque rien. Ce processus est douloureux, mais il fait de vous quelqu'un que vous n'auriez jamais pu devenir sans vos cicatrices.